En 1895, avec la découverte des rayons X, on est capable de voir à travers les chairs. On se dit alors que la science a peut-être un pouvoir qui paraît impossible, voir l'invisible. Et très vite, une question se pose, si on peut faire ça, qu'est-ce qu'on pourra faire demain? En France, cette fascination alimente un courant littéraire qu'on appelle le merveilleux scientifique, avec des histoires de savants, d'expériences et de découvertes qui repoussent les limites du corps et de la perception. Et puis, au même moment, sur les scènes parisiennes notamment, des hommes qu'on présente comme des fakirs font des démonstrations de leur prétendu pouvoir surnaturel sur scène. Dans les deux cas, on est face à un monde où la science semble sur le point de rendre possible l'impossible. Eh bien, c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Bonjour, je suis Saïlar et bienvenue dans L'Appel de l'étrange, le podcast vidéo qui explore les histoires extraordinaires qui nous entourent à travers le regard d'un invité et de sa spécialité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fleur Hopkins-Lauferron, chercheuse indépendante, historienne des images et spécialiste des marges culturelles. Elle s'intéresse à tout ce qui est oublié, mis de côté et elle essaye de réhabiliter ces sujets. C'est donc tout naturellement que j'ai apprécié son travail et que je me suis dit qu'il fallait qu'elle vous en parle. Elle a consacré sa thèse et une exposition à la BNF au merveilleux scientifique, une proto-science-fiction française oubliée du début du XXe siècle, et son livre « Voir l'invisible » a reçu le Grand Prix Jules Verne. Elle écrit pour les cahiers de la BD et comme critique cinéma dans la 7ème Obsession, elle est également chroniqueuse horreur dans Mauvais Genre sur France Culture, elle dirige la collection Fantascope chez l'Arbre Vengeur où elle exhume des romans d'imagination scientifique tombés dans l'oubli, et elle est prolifique puisqu'elle vient de publier Dark Romance Guide amoureux ainsi que Génération Body Horror avec Morgane Cossario. Ce format podcast vidéo, vous pouvez le regarder puisqu'il y a pas mal d'images qui appuient nos propos, mais vous pouvez aussi l'écouter, le mettre en fond si vous faites une activité un peu longue. C'est un nouveau format que je propose pour diversifier le contenu sur cette chaîne et j'espère que vous allez passer un agréable moment à nos côtés. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Fleur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, je vais probablement te laisser te présenter. Oui, alors peut-être pour dire quelques mots. Donc moi, je suis chercheuse indépendante, ce qui veut dire que j'ai quand même fait une thèse préalablement. J'ai consacré ma thèse au merveilleux scientifique, qui est un sujet qu'on va aborder en large et en travers aujourd'hui ensemble. J'ai fait un petit post-doctorat consacré au fakirisme, et puis depuis, je continue mes recherches toute seule, tranquille, et plutôt sur les marges culturelles. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est les phénomènes un peu hors normes, différents, ce qui généralement est décrié par la critique, et j'essaye au contraire de valoriser, le cinéma d'horreur, la littérature de romance et montrer qu'il y a un intérêt intellectuel, sociologique, philosophique à les décrypter, les analyser et voir ce que ça nous apprend sur la société. Il y a beaucoup de matière effectivement qui va intéresser l'audience aujourd'hui. Tout d'abord, est-ce que tu peux peut-être nous dire c'est quoi le merveilleux scientifique ? Oui, alors je vais essayer d'être le plus bref possible. Moi, j'y ai consacré une thèse, donc 5 ans. Donc on se doute bien que c'est quelque chose qu'il faut décortiquer patiemment. Toujours est-il que ce mot-là, on voit bien d'emblée qu'il est ambigu. C'est bizarre de dire le merveilleux, le scientifique. On a l'impression qu'on mélange le conte de fées et la science, deux formes qui seraient parfaitement incompatibles, antithétiques, parce que le merveilleux, par définition, serait magique et le scientifique serait, lui, du côté du rationnel. Donc le merveilleux scientifique, qu'est-ce que c'est ? Dans sa forme la plus pure, c'est un genre littéraire qui a été défini en 1909 par un monsieur qu'on a tous oublié, sauf peut-être moi de fait, qui s'appelle Maurice Renard et qui donc en 1909 a publié un texte manifeste dans lequel je dirais pas qu'il invente le genre, mais en tout cas il marque vraiment sa reconnaissance et il dit voilà, il se passe quelque chose d'inédit en France, il y a tout un tas d'auteurs comme Rosny Aîné qui a écrit La Guerre du Feu, comme H.G. Wells qui a écrit La Guerre des mondes, comme Auguste de Villiers-de-l'Isle-Adam qui a écrit La Future, comme Jean de La Hire et tant d'autres qui font du merveilleux scientifique. Et donc qu'est-ce que c'est ? Alors pour le dire très grossièrement, c'est une forme de science-fiction ancienne, même si moi j'aime pas trop dire ça parce que c'est anachronique. Le terme science-fiction, il n'existe pas à cette époque-là, il faut vraiment attendre 1929 aux États-Unis pour que vraiment le terme science-fiction existe. Mais en termes de démarche, il y a en tout cas des points de frottement. On est vraiment dans un laboratoire de pensée qui va s'agir en roman, en nouvelle, en roman feuilleton, à imaginer des récits dans lesquels c'est le monde présent, le monde actuel du lecteur, et on va changer
une seule petite loi physique, chimique, biologique, et le romancier, qui doit être rigide, imagine toutes les conséquences rationnelles et vraisemblables de ce petit changement. Dans un récit comme L'homme truqué de Maurice Renard, publié en 1921, on a un homme soldat qui est kidnappé par un savant fou allemand, très souvent allemand à cette époque-là. Il se fait remplacer les yeux par des électroscopes et il est donc capable de voir l'électricité et tout ce qui suit dans le roman découle de cette faculté nouvelle. Donc c'est vraiment ça le merveilleux scientifique. On ne va pas en l'an 4000, en l'an 5000, on va certes rencontrer des extraterrestres, on peut aller dans l'espace, mais l'idée c'est vraiment que ce roman soit de la nourriture pour la pensée et que le lecteur réfléchisse au monde présent en l'abordant différemment. Et ça, c'était une image qu'aimait beaucoup Maurice Renard. Il disait faire un pas de côté, faire le poirier, regarder à travers une vitre colorée. Donc vraiment, si on doit retenir qu'une seule chose du merveilleux scientifique, une proto-littérature de science-fiction qui doit outiller, acérer le regard du lecteur en le mettant dans des situations qu'il ne peut pas vivre dans la vraie vie, mais qui vont le questionner sur son monde présent. Est-ce que c'est la continuité du 19e et du bouleversement avec le Paris de la Belle Époque, les nouvelles inventions scientifiques qui viennent amener un nouveau paradigme et de nouveaux espoirs scientifiques? Est-ce qu'on est dans la prolongation de ces idées qui ensuite vont nourrir tout un imaginaire? Ou est-ce que c'est la suite directe ou est-ce que c'est quand même assez différent et il faudrait peut-être pas forcément lier les deux? Alors en termes de littérature déjà, le merveilleux scientifique, il n'est pas complètement coupé de ce qui se faisait avant lui. On est quand même aussi dans une démarche assez proche de celle d'Émile Zola et de son roman expérimental, c'est-à-dire qu'on va adopter une méthode scientifique dans l'espace du roman. Et le fameux Maurice Renard que j'évoquais, lui vraiment, il voulait écrire son roman de manière quasiment mathématique. Il parlait de vivisectionner la littérature, il parlait d'écrire de manière scientifique, donc vraiment, tout est écrit avec ce qu'il appelle le langage de la logique. Si un homme obtient des yeux électroscopes, alors il pourra voir l'électricité. C'est vraiment une écriture extrêmement logique qui donc hérite aussi de l'héritage de Zola, mais je pourrais aussi parler de Guy de Maupassant avec le Horla, qui déjà nous avait produit des textes français qui étaient assez ambigus sur la nature de l'entité qui lui rendait visite. Selon les versions, est-ce que c'est un double, un clone, un fantôme ou un être venu des étoiles? Et concernant plus spécifiquement l'histoire des sciences, on n'est pas vraiment dans un nouveau paradigme, on est plutôt, je dirais, dans une interrogation franche sur les métamorphoses que traverse l'histoire des sciences et plutôt l'époque scientifique qui est celle de Maurice Renard et de ses pairs. Il y a une date, très souvent, que j'utilise en tournant dans l'histoire des sciences pour expliquer en fait pourquoi les sciences sont si présentes dans cette littérature-là, et c'est 1895. Alors 1895, c'est plein de choses à la fois, mais c'est notamment deux développements qui sont assez importants pour nous encore aujourd'hui. On a la découverte des rayons X par Röntgen. Ça nous paraît complètement banal aujourd'hui, mais il faut vraiment se dire qu'à l'époque, pour voir à travers les corps opaques, ça va activer tout un tas d'imaginaires, comme celui donc de voir les pensées, de photographier l'âme, puisque c'est fou. Maintenant, on voit à travers la peau, à travers la boîte crânienne, donc ça va vraiment faire germer des idées folles. Et puis de l'autre, 1895, c'est aussi, non pas la découverte, le terme serait inadéquat, mais le développement de la cinématographie par les frères Lumière. Et évidemment, qui dit cinématographie dit rejouer des images du temps passé, arrêter symboliquement le temps. Et donc on voit bien que 1895, c'est un pas de géant dans l'histoire des sciences et techniques, mais plus largement, pour la littérature, c'est une manne complètement inattendue pour rêver des récits qui, cette fois, pleinement vont s'inspirer des sciences. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais appuyer dès maintenant. Les auteurs que j'ai évoqués, comme Maurice Renard, Jean de La Hire, Gustave Le Rouge, pour certains d'entre eux, c'est le cas par exemple d'André Couvreur, c'était des chimistes, des médecins, des praticiens de la science. Et surtout, il faut se replacer à une époque où quand on ouvrait le journal, que ce soit, Paris Soir, Le Matin, L'Intransigeant, il y avait de la science partout. C'est pas comme aujourd'hui où la science, elle est assez reculée de nous. Il faut vraiment faire une démarche qui nous appartient pour être au courant de ce qui se passe dans les sciences et surtout comprendre en fait des avancées qui aujourd'hui nous dépassent souvent, alors qu'à l'époque, la vulgarisation scientifique, c'est absolument partout. Et ces auteurs-là, de fait, découpaient des petites coupures de presse, recopiaient des articles qui saisissaient leur imaginaire et s'amusaient à les transposer de manière évidemment extrapolée et un peu délirante dans le roman. Pour recouper ta question concernant est-ce qu'on est en rupture ou en continuité avec ce qui se passait avant dans l'histoire des sciences et puis peut-être dans l'histoire humaine plus généralement, je pense qu'en fait on est un peu à un moment prodigieux qui va donner vie véritablement à ce genre-là, qui avait déjà été visité par H.G. Wells. Il n'y aurait pas eu de merveilleux scientifiques en France s'il n'y avait pas eu H.G. Wells, ça c'est une certitude. Mais on voit bien qu'en fait c'est un moment fabuleux
pour les romanciers, pour les novellistes, parce que ça pose une grande question, qui était un peu celle de mon bouquin adapté de ma thèse, celui de voir l'invisible. En fin de compte, on voit tout un tas de choses qui, jusqu'à présent, étaient soustraites au regard. Et on imagine bien que pour des écrivains de la toute fin du 19e, début 20e, c'est des sujets qui sont fantastiques. Voir l'infiniment petit, voir ce qui se passe dans la tête, ça crée en fait je dirais un réservoir narratif qui est complètement insoupçonné. Tous ces sujets, cette thématique, comment est-ce que toi, tu y arrives? Tu as cité le Horla, moi par exemple, ce qui a fait que je me suis beaucoup intéressé au fantastique, psychologique, à l'horreur, ça a été d'avoir découvert le Horla de Maupassant très beau texte. Au collège, il me semble, effectivement. Très beau texte, et c'est assez vertigineux, et de là, tu te rends compte que, effectivement, avec ce genre, on peut raconter énormément de choses et parler d'énormément de sujets. Mais là, tu me parles d'une thématique qui est encore plus niche, si j'ose dire. Comment est-ce que tu es tombé dessus, et surtout, pourquoi, avec ces années, tu t'es dit « je vais y consacrer une grande part de mon temps et de ma vie, et je vais construire ma culture sur ces thématiques ». C'est une question qu'on me pose souvent, et c'est toujours rigolo de raconter que moi, je n'aime pas du tout la science-fiction à l'origine. J'étais très, très rétive à cette forme-là, parce que je considérais que c'était plutôt une littérature de hard science, d'initié, quelque chose très lié au fandom, et que de fait, quand on l'abordait trop tard dans la vie, on ne pouvait pas y rentrer. Donc moi, je suis une grande fan d'horreur historiquement. La science-fiction, très friande au cinéma, dans les séries, mais dans les romans, beaucoup moins. Et rien ne me destinait véritablement à y consacrer plus de 10 ans de ma vie. C'est en partie le hasard. Donc j'ai fait des études d'histoire de l'art et de littérature. J'ai consacré un mémoire de Master 2 à Albert Robida, qui a donc publié tout un tas de textes d'anticipation, notamment le XXe siècle, dans lequel il imagine ce que serait le Paris du futur. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le rapport texte-image et surtout son téléphonoscope, c'est-à-dire un très très grand miroir qui était à la fois Zoom, Skype, tout à la fois. Donc je m'intéressais aussi à la prospective, à la spéculation, toutes ces choses-là. Et arrive la thèse, et je m'étais posé la question de qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire. À l'époque, mon directeur de thèse m'avait orientée sur le futur de l'art. Donc l'idée, c'était de travailler sur les imaginaires de l'art du futur tels qu'ils étaient présentés dans les fictions d'anticipation. Donc exemple concret, on imagine qu'en l'an 4000, c'est un robot qui peint les œuvres, ou alors on peut imaginer quelque chose proche de l'intelligence artificielle générative, et ça m'intéressait pas trop. Je vais être parfaitement honnête, j'ai travaillé 1 an dessus, ça ne me menait à rien du tout, et je me disais surtout, c'est très arbitraire. Et donc au bout d'1 an, je me suis dit, oh là là, c'est la catastrophe, il ne reste plus que 4 ans de thèse, comment je vais faire? Et il y a eu ce beau jour très magique et vraiment presque de la synchronicité, en fait, où je faisais plein de recherches sur Internet, et je suis tombée sur le blog de Jean-Luc Boutel, que je ne recommanderai jamais assez, qui s'appelle Chasseur de chimères, et il a aussi un site qui s'appelle Merveilleux Scientifique, sur lequel j'ai découvert cette expression. Et ça a été, je pense, un coup de foudre. C'est vraiment de cet ordre-là où je me suis dit, mais comment ça se fait que j'en ai jamais entendu parler? Est-ce que je suis passée à côté d'un phénomène littéraire? Pourtant, j'ai fait des études de lettres, mais c'est pas normal. Et ça a été à la fois, je pense, ma propre frustration de me dire, mais c'est pas possible qu'on le connaisse pas, j'en ai jamais entendu parler, et tout à la fois une grande curiosité. Et quand j'ai commencé à me plonger dans ces textes, il s'est vraiment passé quelque chose d'inattendu, de précieux. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai tissé des liens avec tout un milieu de l'érudition qui s'appelle le Club des Saventuriers, qui sont tout un tas de messieurs qui en fait ont travaillé bien avant moi sur ces sujets, ont collectionné, ont patrimonialisé tous ces romans, et sans eux, toute cette mémoire, on l'aurait perdue. Donc c'est aussi ça sur le... Bien au-delà du travail de recherche, en fait, j'ai eu beaucoup de chance d'intégrer un tissu humain où il y avait un partage inconditionnel et ininterrompu de documents, de sources, qui m'a aussi beaucoup permis, je pense en période de thèse, d'être soutenue, épaulée, écoutée et orientée aussi vers un corpus qui était, comme tu l'as bien compris, absolument vertigineux, et surtout accompagné moralement, parce que si certains qui nous écoutent ont fait une thèse ou sont dans la thèse, ça reste une épreuve, une assèse, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et pour moi, ça a été incroyable d'être aussi accompagnée dans ce processus. Donc, pour te répondre, c'est le pur hasard qui m'a menée sur cette voie-là. Et j'ai évidemment changé d'avis sur la science-fiction depuis. Ça m'a réconciliée avec. Et surtout, c'était fou, en fait, de se rendre compte que, il y avait un genre qui préexistait. Que, alors, je souligne, je ne suis pas du tout seule qui l'a exhumé. Je l'ai simplement travaillé dans un cadre universitaire, ce qui n'avait pas été fait jusqu'à présent. Mais rendons à César ce qui est à César. Joseph Alterac et Guy Coste, Serge Lehmann, il y a eu d'autres grands érudits qui, avant moi, en fait, ont fait ce travail de me paver la voie
pour que je puisse identifier beaucoup plus aisément les textes. Donc c'est une espèce de filiation en fait qu'on se passe les uns aux autres. Et moi, tout ce que j'aimerais, c'est que quand je suis bien vieille à 80 ans dans mon lit, j'ai quelqu'un en thèse qui me dit j'adorerais travailler sur ça, et puis que voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe. C'est ça qui est, sur le plan humain et intellectuel, qui est chouette, je trouve. C'est vraiment récupérer du savoir et pouvoir le redistribuer et c'est le ça, repasser derrière. exactement. Le et de manière flambeau. non élitiste, ça moi j'y tiens beaucoup, parce que ça aussi ça a été une souffrance qui m'a aussi fait quitter l'université, c'est que moi je crois très fortement à la popularisation du savoir, au partage inconditionnel, désintéressé et communautaire en fait dans le très bon sens du terme, et l'université quand même a tendance à reproduire, qu'on le veuille ou non, une forme d'entre-soi, une forme de tour d'ivoire en fait, qui garde jalousement le savoir, ou alors ne le rend pas accessible, le mettant derrière des paywalls et autres choses. Et donc pour moi, c'était très très important aussi de continuer en fait à travailler sur ce genre et de le rendre accessible à tout le monde, qu'on soit fan de science-fiction ou pas, érudit et chercheur ou pas, mais que tout le monde puisse se dire j'ai bien envie de lire un Maurice Renard, voir de quoi il retourne. C'était très important. Super initiative. Et alors par rapport aux merveilleux scientifiques, donc tu as cité plusieurs auteurs, dont certains internationaux. Est-ce qu'il y a plusieurs types de merveilleux scientifiques, un à la française, un à l'anglaise, mettons? C'est une très bonne question. C'est une question qui m'a fait m'arracher beaucoup de cheveux pendant la thèse. Déjà, est-ce qu'on peut, c'est une question rhétorique, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a du merveilleux scientifique ailleurs? Alors, si on admet que le merveilleux scientifique, c'est juste un mot ancien pour dire science-fiction, il y a du merveilleux scientifique partout à cette époque-là. Mais si on revient strictement à la définition de Maurice Renard, et plus spécifiquement à la mienne, qui est vraiment d'écrire en fait une histoire partagée entre la littérature et les sciences et techniques, en fait, il y a des spécificités locales et génériques qui font que le merveilleux scientifique, c'est vraiment strictement français. Pour autant, c'est juste de penser que c'est une histoire internationale. Il y a eu beaucoup de ces textes-là du merveilleux scientifique qui ont été traduits en Italie, au Portugal, en Russie, donc ils ont circulé. Alors, impossible de te dire s'il y a un auteur, je n'en ai pas trouvé la trace, qui dirait « j'ai rencontré un texte de Maurice Renard, incroyable, j'ai envie de faire du merveilleux scientifique ». Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils ont été lus ailleurs, beaucoup en Italie, un peu en Espagne, au Portugal. Et là où moi, c'était très excitant, c'est que c'était surtout avec des illustrations réalisées en fait par des illustrateurs du coin, et donc on voyait aussi comment ils réceptionnaient cette littérature et ils essayaient de la mettre au goût du jour. Et donc de fait, voilà, ça reste un espèce de produit hybride qui a bénéficié de l'histoire littéraire qui l'a précédé, qui a été un ovni littéraire pendant 3 décennies en France, et qui par la suite, c'est là un peu son histoire malheureuse, puisque si ceux qui nous écoutent ont oublié ou n'ont pas connu le merveilleux scientifique, c'est bien que ça a été invisibilisé. Et par quoi? Par la science-fiction américaine. Et je pense que ça tient en partie au fait que la science-fiction américaine était plus aventureuse, allait un petit peu plus loin dans ses aspirations, et surtout était moins rigoriste que Maurice Renard, puisque lui, il aimait vraiment, je l'ai déjà dit, mais une seule loi physico-chimique qui est changée, et tout ce qui en découle doit être vraisemblable, rationnel, et doit respecter la méthode scientifique. Donc il ne serait pas allé imaginer l'an 4000 avec des overboards, une machine à voyager dans le temps. Lui, il fallait vraiment que ce soit une hygiène de pensée, une hygiène philosophique qui lui permette de penser à la nature humaine. Et bien justement, dans toutes tes recherches, donc à la fois sur les textes, mais également les images que tu as pu croiser, est-ce que tu as un exemple de 2 inventions, on va dire, qui, toi, t'ont particulièrement marqué, et pourquoi? Il y en a plein. Je pense que la machine à fabriquer des rêves de Clément Vautel, elle m'a beaucoup plu parce que c'est un texte qui a vraiment gardé toute sa saveur à travers le temps. Et donc, la machine à fabriquer des rêves, je pense que le titre est assez explicite. C'est un savant qui s'appelle Lesna qui a mis au point une machine à fabriquer des rêves, à provoquer des rêves scénarisés. Et son but, il est tout à fait louable. C'est pas un méchant savant. Il veut guérir notamment les états dépressifs. Il est persuadé que sur le plan médical, si on fait des bons rêves la nuit, on se réveillera de bon cœur, on sera heureux et on sera guéri en fait de certains troubles mentaux. Alors ça marche tellement bien que le gouvernement commence à s'intéresser à sa machine. Il s'associe malheureusement pour lui avec un spéculateur qui lui dit « mais t'inquiète pas, on la vend au gouvernement, tout va bien ». La machine est vendue, il est dépossédé de son invention et surtout le gouvernement va l'utiliser comme un appareil coercitif. On va avoir sur la Tour Eiffel, et c'est amusant parce qu'en fait à la même époque la Tour Eiffel commençait à avoir des systèmes de transmission radio un petit peu partout, et donc c'était quasiment un amplificateur
indicateur, une antenne en plein Paris. Donc c'est un clin d'œil aussi à ça. Et donc cette machine-là va être mise sur la Tour Eiffel. Les individus vont s'endormir dans des grands dortoirs toutes les nuits et on va les matraquer d'une pensée unique. Le président est génial, ne pensez pas par vous-même. Et il va y avoir un petit groupe de sédition qui vont porter, alors non pas des chapeaux en aluminium comme on le voit souvent aux États-Unis pour se protéger le cerveau contre les extraterrestres, mais des petits chapeaux de plomb et ils vont détruire la machine. Et il y a une scène saisissante qui fait un peu film de zombie où tous les Parisiens se réveillent et se disent décidément c'était tellement mieux quand on n'avait pas à penser par nous-mêmes. Donc ça c'est un récit que j'aime beaucoup parce qu'il me fait penser à un autre de mes films plus tardifs favoris, c'est Invasion de Los Angeles de Carpenter. Pour ceux qui ne le connaissent pas, moi il m'a traumatisée petite, je l'ai vu beaucoup trop tôt. Il y a une scène incroyable à l'occasion de laquelle un personnage qui s'appelle John Nada, donc c'est dans un futur proche, on ne sait pas trop, mais on comprend qu'il y a une crise économique, il arrive à Los Angeles, il trouve dans une église un carton avec des lunettes noires, il chausse une paire et patatras, il se rend compte que en fait tout l'environnement autour de lui est vraiment traversé d'une idéologie construite par l'espèce envahisseur des extraterrestres qui en fait ont pris d'assaut tous les médias, c'est-à-dire que les magazines disent dormez 8 heures, reproduisez-vous, consommez, et surtout certains humains sont des extraterrestres et on les voit grâce à ces fameuses lunettes. Donc j'aime beaucoup en fait parfois constater voilà des proximités complètement inattendues entre des textes, et ces deux textes qui ont quand même ces deux œuvres qui ont une ironie assez mordante et en fait proposent un discours très actuel sur la société dans laquelle ils se trouvaient. Je les aime beaucoup. Et peut-être te citer une autre machine, une autre invention, tout du moins, c'est dans Le Singe de Maurice Renard et d'Albert Jean. Alors, j'ai un petit doute sur la date, c'est peut-être 25, 27, 29, en tout cas on est à la fin des années 20. C'est un texte qui a été beaucoup décrié par l'Église à l'époque, et quand je vais t'en parler, tu vas tout de suite comprendre pourquoi. On a un savant qui essaye de se refaire une richesse en clonant des corps pour l'Académie de médecine, et surtout il se pose la question de pouvoir cloner l'âme, et comme il n'y parvient pas, il va égrener dans Paris des copies de lui-même qu'il laisse un petit peu partout. Donc on a vraiment une espèce d'inquiétante étrangeté, voilà, tout un tas de films un petit peu contemporains pour ceux qui ont vu Men d'Alex Garland, enfin voilà, ce genre de sentiment un peu de malaise qu'on a avec des copies conformes mais mortes mises un petit peu partout dans Paris. Et donc la question sous-jacente en fait c'est ça, est-ce qu'on peut cloner l'âme? Et ce qui a fait qu'il a été censuré, ce livre il a été extrêmement critiqué dans la presse de l'époque. Et voilà, c'est deux textes que j'aime bien. Je pourrais t'en citer encore plein d'autres. Mais moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est ces moments où je me surprends à me poser la question de est-ce que ces inventions sont, alors évidemment pas reproductibles, mais plausibles, et comment est-ce qu'elles impactent en fait la société qui leur est contemporaine. Et très, très souvent, le merveilleux scientifique va intelligemment se poser ces questions-là, sauf que son ambition, c'est pas d'imaginer toutes les ramifications et toutes les métamorphoses possibles que le merveilleux scientifique provoque dans la société. Ça, encore une fois, c'est trop à l'américaine. D'imaginer un world building totalisant et un peu, je dirais, angoissant pour son auteur, c'est très souvent à l'échelle d'un personnage. Et ça nous fait donc des récits très, très intimistes. Je pense par exemple au Lynx d'André Couvreur et Michel Corday, dans lequel on a un jeune homme qui boit un sérum qui lui permet d'entendre les pensées. Et au fil du roman, il se rend compte qu'en fait, c'est pas forcément de bon ton d'entendre les pensées. Et parfois, on apprend même des choses qui nous dérangent profondément. Et donc, à l'issue du roman, il brise la fiole et donc il n'entendra plus les pensées. Et j'aime bien voilà, ce type de texte qui nous interroge certes sur la société contemporaine, mais aussi sur une expérience très intime de ce que la science et la technique bouleversent en nous, bouleversent sur la définition de l'âme, de l'ontologie, de l'humain, et comment est-ce qu'on compose en fait avec tout ça. Et c'est en cela, selon moi, que ces romans ils sont encore très actuels. Parce que ça, je ne l'ai pas encore dit, mais il y en a certains effectivement qui sont un peu datés, on sent l'écriture art nouveau, mais globalement, ça se lit extrêmement bien, avec beaucoup de plaisir. Par rapport au merveilleux scientifique, est-ce qu'il y a déjà eu des adaptations, peut-être, cinéma de manière assez claire et assumée, sans être forcément détourné ou inspiré ou faire écho? Tout à fait, il y en a. Alors, il n'y en a pas tant que ça. Je vais un peu décevoir les gens qui nous écoutent. Mais il y a un roman qui a été maintes fois adapté, qui est souvent aussi le roman que connaissent, alors plutôt la génération d'avant, mais c'est Les Mains d'Orlac. Les Mains d'Orlac de Maurice Renard, qui date de 1920-1921, selon que ce soit en prépublication ou en roman, et qui nous raconte donc qu'un pianiste qui s'appelle Stéphane est dans un accident de train, ses mains
sont tranchés et sa femme, désespérée, va aller voir un chirurgien allemand avec de mauvaises intentions qui va lui regreffer des mains, sauf qu'en fait, ce que Stéphane ne sait pas, c'est que ses mains sont des mains de criminels. Et donc, dans tout le restant du roman, il se pose la question de savoir si ses mains, oui ou non, le poussent à tuer, ou si c'est une dépression nerveuse ou un coup monté. J'invite chacun à lire ce roman qui est très chouette. Il y a eu plusieurs adaptations. Il y a eu Vine, film expressionniste. Il y a eu une adaptation avec Peter Lorre qui s'appelle Mad Love. Donc il y a eu pas mal d'adaptations des Mains d'Orlac parce qu'en fait, on le voit bien, c'est vraiment là un trope littéraire qui fonctionne immédiatement. On a encore aujourd'hui plein de films d'horreur qui imaginent qu'une greffe de cornée permet de voir les fantômes, des choses comme ça. Donc là, Maurice Renard, il avait vraiment trouvé une super recette en fait de roman qui a vraiment marqué dans la généalogie de la littérature de l'imaginaire une forme en fait très très forte, très frappante et très efficiente. Tu l'as complètement évoqué, la société à l'époque s'interrogeait aussi sur la réalité des phénomènes paranormaux, etc. À l'époque, le spiritisme par exemple, les tables tournantes, etc., ça pouvait être considéré vraiment comme une réalité pour une grande partie de la population. Est-ce que quand le merveilleux scientifique parle de ces sujets, c'est toujours avec de l'imagination, une fascination, ou parfois ça peut être aussi pour caricaturer, pour se moquer? Est-ce qu'on retrouve de l'humour dedans? Alors, en dehors de cette thématique-là, c'est des romans qui peuvent être humoristiques. Ça ne veut pas du tout dire que c'est des romans comiques, mais ils peuvent contenir des scènes qui sont drôles, qui sont ironiques, qui sont acerbes. Ça, ils s'interdisent pas du tout ce type de trait d'humour. Pour ce qui est du spiritisme, notamment, alors c'est un horizon qui est très intéressant pour eux, parce que ça rejoint une des grandes préoccupations de ces romans-là, c'est d'explorer scientifiquement des phénomènes de l'ordre de l'incompréhensible et de l'incertain. Et donc le spiritisme, je pourrais parler d'autres choses à côté aussi, mais le spiritisme et donc l'éventualité d'une communication avec des entités sur d'autres plans de l'existence et notamment des fantômes, ça les intéresse énormément puisque à cette époque-là, on est déjà dans un mouvement de rationalisation des spectres. On va essayer de scientiser la communication avec les fantômes, avec les entités, par différents procédés. Et donc très souvent, dans les romans du merveilleux scientifique, quand on va avoir des fantômes, c'est pas des fantômes spectraux tels que le veut le folklore. Ça va être une invention scientifique qui permet bien de voir l'invisible, mais elle ne découvre pas des fantômes, elle découvre des entités d'une autre dimension qui, par exemple, agissent sur nous et nous manipulent comme des marionnettes. Donc il y a vraiment une réception très large et entière de cette époque du spiritisme, impossible de passer entre les mailles du filet. C'est vraiment, on se rend pas compte aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment, ça avait pignon sur rue. On en parlait dans la presse, on avait des grandes enquêtes diverses et variées à la Sorbonne et autres pour essayer de vérifier si les matérialisations, notamment d'Eva Carrière, étaient réelles ou pas. Enfin, c'était un vrai sujet de société. C'était pas un documentaire qui passait à 23h sur une obscure chaîne de la TNT. C'était pris au sérieux, c'était investigué scientifiquement. Pierre et Marie Curie allaient aux séances de table tournante. Camille Flammarion, l'astronome très réputé, se surprenait à croire véritablement en l'existence de créatures sur d'autres plans et même investiguait ces phénomènes de manière crédible. Arthur Conan Doyle, le papa de Sherlock Holmes, lui aussi. Donc il faut vraiment se replacer dans un contexte où il y avait effectivement énormément de détracteurs de ces pensées magiques et de ces pensées paranormales qui en appelaient à une hygiène mentale, en appelaient à lutter contre la manipulation de la crédulité humaine. Mais globalement, le spiritisme fait partie en fait de la réalité de tout à chacun. Et pour le merveilleux scientifique, c'est une manière extrêmement habile pour eux de dire « Regardez les fantômes, tous ces phénomènes-là, la photographie de la pensée, la photographie de l'âme, ce n'est que de la science non encore expliquée. » Et c'est là où Maurice Renard est un petit coquin, c'est que dans son manifeste, il dit « Mais peut-être que ce qu'on vous raconte dans le roman, c'est simplement de la science qui n'a pas encore été prouvée, observée, et dans 10 ans, en lisant mes romans, vous constaterez que j'avais, non pas prophétisé, il s'en fiche, mais j'avais perçu quelque chose de l'ordre du possible. J'avais mis derrière une histoire narrative quelque chose qui était de l'ordre du vrai. » Et lui, il le disait toujours, ce qui l'intéresse, c'est pas la certitude, c'est l'incertain, c'est le possible, c'est cette frange en fait de la science où il se passe beaucoup de choses. C'est pas simplement des récits qui s'inspirent de la science contemporaine pour raconter des possibles à avenir très proche et pour réfléchir sur tel bouleversement et ses conséquences à une échelle intime. C'est aussi vraiment une manière d'investiguer cette zone de frottement perpétuel entre ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce qui est prouvé et ce qui ne l'est pas encore. Et donc vraiment, il aime circuler, voilà, comme un funambule dans cette zone encore incertaine. Parce qu'en fait, en termes de potentialité narrative, c'est formidable. Il y a plein de choses qui se passent. Et donc, le spiritisme,
très récurrent dans ces romans-là, parce que ça permet de dire, si les fantômes existent, pourquoi pas ? Mais ça va pas être des fantômes, ça va être des créatures extraterrestres, des microbes, des choses étranges. Et de la même manière, on aura très souvent des récits qui vont s'intéresser à la pesée de l'âme, à la photographie télépathique. Et tout ça, c'est vraiment des choses qui étaient déjà explorées à l'époque, notamment pour la photographie des pensées par Baraduc, par Darget. Donc c'est vraiment, en fait, tout simplement des auteurs qui sont très à l'écoute des conversations et des discussions dans le champ paranormal, spirit et pseudo-scientifique. C'est là aussi le terme. Et c'est pour ça que très souvent, j'explique que si je m'intéresse aux merveilleux scientifiques, c'est évidemment pour participer d'une exhumation d'un genre littéraire qui fait partie de notre histoire littéraire et qui longtemps est laissé de côté, mais c'est surtout parce que ce qui m'intéresse moi, c'est ce dialogue persistant à la fin du 19e et dans la première moitié du 20e entre science, pseudo-science et croyance, parce qu'en fait c'est beaucoup moins compartimenté qu'aujourd'hui. On a vraiment constamment des frictions, des frottements, on va se surprendre à croire à un phénomène parce qu'on a eu je ne sais quel charlatan qui a donné telle explication et puis ensuite quelqu'un prouve que c'est faux. Et donc on est tout le temps dans de la potentialité en fait. Et c'est ça qui fait que sur le plan imaginaire, il y a autant de récits qui ont germé et qui ont picoré en fait à droite à gauche dans ces articles. Et j'en parlais un petit peu plus tôt, la science elle est partout dans les journaux à l'époque, mais le spiritisme et le paranormal aussi. Il n'y a rien d'étonnant à l'époque à ouvrir un journal et avoir un grand dossier sur les fakirs, sur, je sais pas, les 10 heures de bonne aventure, les miraculés qui versent du sang. Ça faisait partie du quotidien des gens. Parmi tes nombreux travaux, tu t'es également intéressé au fakirisme. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce qu'on en a peut-être les grandes images, là tout de suite avec les images que je vous mets, qui sont évocatrices, on va dire, mais c'était tout un monde à l'époque. Donc pareil, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler, nous dire pourquoi ça t'a intéressé et est-ce que tu en as retenu ? Alors c'est quand même très lié à mon travail de thèse, parce qu'à l'époque j'étais tombée sur énormément de récits dans lesquels on allait sur Mars en utilisant l'énergie animique, donc l'énergie psychique, née de l'âme, etc., l'énergie animique de fakirs. Et j'avais retrouvé ça dans des textes de Gaillard, de Gustave Le Roux, je me disais c'est quand même super bizarre comme thématique, d'où ça vient, pourquoi les fakirs ? Et c'est comme ça que je me suis dit j'ai tellement envie de travailler sur les fakirs dans un futur proche. Et donc, je me suis lancée effectivement dans une enquête parce qu'en fait, sur ma route, j'ai croisé un personnage complètement fou, mort depuis bien longtemps, qui s'appelle Tarabet et qui était vraiment fakir de métier et qui était un serial arnaqueur, qui était connu pour dépouiller les vieilles femmes, qui a parcouru l'intégralité du monde pour se donner un spectacle. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, il y a quelque chose de très excitant à écrire autour du fakirisme. Pourquoi cela ? Parce qu'en travaillant dessus, moi j'étais tout de même très étonnée que dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale, où on a des gueules cassées dans la rue, on se passionne pour des personnes qui vont se mettre nues sur scène, se trucider avec des lames, marcher sur des charbons ardents, prétendre mourir et renaître. Pourquoi cela en fait ? C'était vraiment cette question très naïve. Je me dis, c'est comment ça se fait en fait que, alors qu'on sort d'une période en fait extrêmement violente, on se plaît à voir sur scène des hommes se faire du mal. Et c'est comme ça donc que j'ai nourri un travail autour de l'érotisme de la douleur, autour de ce que Pierre Vachey, qui était un grand ennemi des fakirs, appelait la volupté cruelle. Et donc en fin de compte, pourquoi est-ce qu'on allait au théâtre ? C'est un espèce de phénomène cathartique où la souffrance des fakirs était une espèce d'amplification jouissive d'une forme de sadisme, je dirais, de voir quelqu'un se faire du mal pour de faux, même si il jouait beaucoup sur le fait que c'était du non simulé. Ça, c'était un peu, je dirais, la pierre d'achoppement de ce travail-là. Et surtout, plus je travaillais sur le fakirisme et le fakirisme réel, entre guillemets, c'est-à-dire les acteurs et pas seulement les fakirs dans les récits, et plus je me rendais compte qu'il y avait une véritable économie de l'occulte autour. Il se faisait du bifton comme pas permis, vraiment, et Tarabet, fascinant personnage, mais une enflure, il n'y a pas d'autre mot. Il promettait à des personnes incarcérées juives d'utiliser ses pouvoirs psychiques pour les libérer contre une somme coquette. Ça permet de comprendre comment est-ce que certaines croyances qui ont tout de la pseudo-science ont pu à ce point-là être diffuses dans la société de l'époque. Et en regard, ça m'interrogeait en fait sur l'époque qu'on vit aujourd'hui, où on a aussi un renouveau très fort, tu le sais mieux que personne, du New Age, des pseudo-sciences, des pratiques de soins non conventionnels, etc. Et donc le fakir pour moi était un véhicule pour penser en fait cette figure qui cristallisait les opinions, mais qui en fin de compte séduisait énormément de gens. Et vraiment, les gens allaient au spectacle. Il n'y avait rien de mieux d'aller au spectacle de fakir pour avoir un petit talisman qui soi-disant portait bonheur. Et ensuite, on allait en consultation privée avec le fakir pour 100 francs, ce qui était une somme énorme à l'époque, pour se faire énergiser. Et donc, on ait la chance pendant 2 semaines, 3 semaines, et après, on y retournait. Et c'était un business de fou. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a
excité en travaillant là-dessus, c'est que ça racontait beaucoup de l'époque, ça parlait de l'économie de l'occulte, ça parlait de la manipulation de l'attention, ça parlait de la crédulité humaine. C'était vraiment en fait un sujet très contemporain, bien qu'en traitant du tout début du XXe siècle. Et est-ce qu'on était encore dans la passion, on va dire, pour une forme d'orientalisme, à se dire, parce que le fakirisme associé à l'orientalisme, c'est mystérieux, c'est magique, ils ont un savoir qu'on a oublié, etc. Est-ce qu'on est dans cette idée-là qui peut expliquer aussi Alors en partie, absolument en partie, parce qu'on était effectivement dans la période post-grand voyage où on allait faire les grands tours de l'Orient et on allait à la rencontre de ce qu'on croyait être des vrais fakirs, mais qui étaient en fait des battleurs, des amuseurs de foule dans la rue qui faisaient de faux prodiges, comme celui de percer un panier avec des lames, comme celui de monter à une corde invisible, voilà, des choses qui n'étaient que de la supercherie et des trucages et des tours de passe-passe. Et effectivement, cette réputation en fait va précéder les fakirs. Avant même qu'on ait des fakirs qui arrivent en France, je reviendrai sur la nécessité de ces guillemets, il va déjà y avoir un mysticisme oriental autour des fakirs, puisqu'il faut aussi se replacer à une époque où la théosophie en France est passée par là. On a quand même eu Elena Blavatsky et d'autres qui ont rédigé tout un tas de pamphlets dans les années 1860 et 1880 en disant la vraie religion se trouve en Inde. La vraie philosophie est à aller chercher auprès des Mahatmas indiens. Et donc dès lors, tout ça, ça fait en fait sa petite tambouille dans la tête des Français qui se disent mais un oriental qui vient avec son savoir, mais c'est incroyable, il faut y aller, peut-être que je vais découvrir quelque chose sur le bonheur, sur la santé, je vais apprendre à me guérir. Et là où notre fameux Tarabay est extrêmement malin, c'est que lui, il vient pas du tout d'Inde, c'est pour ça que je mettais les guillemets, tous les fakirs qui se produisent en France, que ce soit Scarabée, Tarabay, ils ont tous ce type de nom, ils sont généralement libanais, ils sont bordelais, enfin c'est pas du tout des personnes venues d'Inde et pas du tout des personnes qui ont été initiées à quoi que ce soit, mais toujours est-il qu'ils arrivent en prétendant avoir un savoir hermétique, un savoir vraiment complexe, et Tarabay il est très malin, parce qu'en fait il a bien compris qu'il y avait une saturation du marché à l'époque dans les années 20, et dit moi je suis pas un fakir comme les autres. Moi, je ne vais pas vous faire des tours de passe-passe. Moi, je suis docteur fakir. J'ai été initiée à l'hypnose, au mesmérisme. Et donc, tout ce que je vous montre sur scène, ce ne sont que des faits scientifiques avérés. Ce n'est pas de la magie. Et c'est là où il va vraiment faire une différenciation avec les autres. Les autres parlaient encore de magie orientale, là où lui, il va nous parler de science. Et il se présente véritablement comme un savant. Il prétend par exemple qu'à force de concentration extrême, il est capable d'arrêter sa respiration, de faire bouillir son sang et de guérir notamment de la tuberculose, et que tout ça, ce n'est qu'une chose, c'est ce qu'il appelle la volonthérapie. Donc en fait, il a vraiment utilisé, je dirais, une manière et un enrobage qui était celui de son époque. Il faut aussi se dire qu'on est aussi dans ces années-là avec la méthode Coué, celle de l'auto-conviction à force de se répéter des phrases. Enfin, on était déjà dans des germes du développement personnel, en fait, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et Tarabay, là-dessus, cette grosse enflure était un génie. En fait, il a véritablement compris qu'en se prétendant être, cette fois, un scientifique, un docteur et quelqu'un qui donc était raisonnable, il permettait de démystifier complètement les autres. Les autres paraissaient pour des amuseurs, alors que lui était le seul détenteur de la vérité sur le fakirisme. Donc, un horrible personnage, mais qui vraiment nous dit beaucoup de cette fascination pour le fakirisme qui est liée à aussi une époque de grande fragilité économique, un renouveau de la pensée magique. Enfin, ça s'explique par énormément de choses. Tout ce dont on parle, au final, ce sont des choses très très visuelles, que ce soit les inventions du merveilleux scientifique, là le fakirisme, ensuite les adaptations cinématographiques de ces romans, de ces histoires-textes. Toi, tu as pu également parcourir à la fois des gravures, des dessins, mais également, résultat, plus récemment peut-être les films que tu as pu voir, etc. Ce rapport à l'image, est-ce qu'il est présent dès le merveilleux scientifique à l'époque ? Et comment est-ce que les images ont aidé, on va dire, à peut-être mieux populariser ce courant du merveilleux scientifique spécifiquement, et ensuite quelle influence ça a pu avoir jusqu'à aujourd'hui, ce rapport aux images dites merveilleuses. Alors les images, elles sont absolument essentielles. Il y avait vraiment une culture visuelle, puisque c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle en fait tous ces produits de la petite imagerie qui, moi, m'a beaucoup intéressée. Donc moi, je suis historienne des images de formation. Je préfère toujours cette appellation à historienne des arts, puisque précisément, je ne vais pas m'intéresser aux peintures dans des musées ou aux statues ou à la photographie. Je ne vais pas m'intéresser à des objets qui ont déjà été élus comme étant des grandes émanations de l'histoire de l'art. Moi, je m'intéresse aux marches culturelles. Et donc pour moi,
Aujourd'hui, par exemple, des cartes Pokémon, des tatouages Malabar, à l'époque des chromolithographies, des timbres, des papiers buvards, pour moi, ça a autant d'intérêt qu'une œuvre qui est située dans un musée, au titre que ça nous parle énormément de nos vécus, de nos approches économiques, socio-historiques et philosophiques. Donc, de fait, moi, ma stratégie déjà, et mon approche par rapport à cet objet merveilleux scientifique, c'était de ne jamais négliger les images. Et donc je me suis mise en quête avec beaucoup de patience, aux puces, sur eBay, dans les vieilles bibliothèques, de tout ce que je pouvais trouver en fait en termes d'images pour essayer de comprendre aussi comment ces romans étaient imaginés par ceux qui les écrivaient. Parfois je suis tombée sur des images extrêmement fortes, extrêmement satisfaisantes pour moi parce que ça mettait quand même enfin quelque chose de concret sur ce qui n'était que des mots et ça me permettait de saisir un petit peu comment on se représentait les choses. Donc pour moi, ça a été vraiment une manne vraiment passionnante, toute la culture visuelle. Et comme je le disais, cette expression de culture visuelle, elle est bien au-delà du merveilleux scientifique. C'est vraiment un champ disciplinaire propre qui est assez ancien, qui date des années 70-80 et qui maintenant trouve enfin droit de cité dans les universités en France. C'est une discipline à part entière qui vraiment revendique de s'intéresser à l'histoire des images, à l'histoire de ce qu'on appelle la petite imagerie, toutes ces petites choses de rien qu'on s'échange, qui sont périssables, qui ne sont pas conservées dans des musées, mais qui véritablement nous racontent quelque chose d'extrêmement fort sur les objets culturels qui nous entourent. Écoute, merci Fleur, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Évidemment, c'est tellement riche et tellement vaste que moi j'encourage tout le monde à aller s'intéresser à tes travaux si ça leur a plu. Est-ce que on peut te suivre quelque part? Ouais, on peut me retrouver dans la 7e obsession. Donc là, c'est pas du merveilleux scientifique. C'est vraiment au gré des numéros. On parle de cinéma, de séries, de pop culture. On peut me retrouver aussi dans les cahiers de la BD. Donc on parle de BD, de webtoon, de comics. Et aussi une fois par mois dans Mauvais Genre sur France Culture avec une petite chronique horreur où je chronique mon coup de cœur des dernières semaines. Et puis surtout, j'incite les curieux à lire du merveilleux scientifique. Même, lisez pas forcément mon ouvrage, c'est pas, mais lisez au moins du merveilleux scientifique, lisez Maurice Renard. Je pense que juste ça, ayez la curiosité de lire Le Docteur Lern. Vous verrez qu'en fait, Le Docteur Lern sous Dieu, c'est un pré-Get Out de Jordan Peele. Et donc c'est rigolo de se rendre compte qu'il y a des films qu'on aime et qui ont marqué un tournant, qui en fait étaient déjà en germe quelque part, ça faisait partie d'un imaginaire collectif. Le Docteur Lern sous Dieu, c'est une chouette lecture. Et pour ceux que ça intéresse, à l'Arbre Vengeur, j'avais créé une petite collection qui s'appelle Fantascope et dans laquelle j'ai déjà édité deux titres, Les Petits Hommes de la Pinède d'Octave Béliard et Le Gratte-ciel des Hommes Heureux de Lucien Corosi. Et si je ne devais en proposer qu'un seul, Le Gratte-ciel des Hommes Heureux, moi c'est vraiment un texte qui m'a bouleversé. C'est pour ça que j'ai voulu le rééditer, parce qu'il est introuvable. Et c'est un peu comme Brasil de Terry Gilliam, un récit tragique d'un homme qui est enfermé dans un immeuble. Et c'est écrit par un auteur qui est juif polonais et qui nous parle à travers ce texte de la solution finale et des camps de concentration. Et voilà, texte bouleversant qui mérite vraiment d'être lu aujourd'hui. Donc lisez, voilà. C'est ça mon incitation. Merci pour tes recommandations et merci à la SCAM de nous avoir accueillis, à Axel Poulet chez FOP d'avoir bien géré aux manettes derrière les caméras. Et encore merci à toi Fleur pour le temps que tu as pris. Rien. Au revoir.